J'ai entendu ma femme rire, ivre, avec ses amis. Il est trop stupide pour se rendre compte que je le trompe depuis des années, a-t-elle pratiquement hurlé, et elles ont toutes éclaté de rire. Je n'ai pas dit un mot, mais quand elle s'est présentée en pleurs à ma porte, elle a eu une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Moi, un homme de 33 ans, je n'aurais jamais pensé être le genre de gars à poster sur ce sub. Mais me voilà. Attachez vos ceintures, car ça va être une course folle. Alors voilà le truc. Le week-end dernier, j'étais censé être en voyage de nuit avec les gars pour regarder le match à 2 États de là. Je l'avais prévu depuis des mois, mais le gosse de Daryl est tombé malade à la dernière minute, alors on a dû annuler. Pas de problème, ça arrive. Je me suis dit que j'allais surprendre Heather, 32 ans, ma femme depuis 8 ans, en rentrant à la maison plus tôt. Oui, je sais comment ça se passe d'habitude dans ces histoires, mais croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite était en quelque sorte pire que de la surprendre avec un autre gars. Alors que je me garais dans notre allée vers 21 heures, j'ai remarqué plusieurs voitures garées à l'extérieur. J'ai reconnu la Subaru de Michel et la Honda de Kathleen tout de suite. Heather avait mentionné qu'elle allait recevoir les filles pendant que j'étais parti, donc ça collait. J'étais sur le point d'entrer par la porte d'entrée quand j'ai entendu mon nom. Alors j'ai fait une pause, appelez ça l'instinct, peu importe. Griffin est juste tellement... Je ne peux même pas. Heather bégayait légèrement ces mots. Les filles, elles ont toutes gloussé. OMG, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies continué si longtemps, a dit la voix de Michel. Il est trop stupide pour se rendre compte que je le trompe depuis des années. Heather l'a pratiquement hurlé. Elles ont toutes éclaté de rire. J'ai littéralement gelé à mi-pas. Mon cerveau a juste cessé de fonctionner pendant une seconde. Sutton a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, a continué Heather. La semaine dernière, pendant que Griffin travaillait tard, Sutton était venu et on l'a fait juste sur le canapé où Griffin fait ses précieuses siestes. Plus de rire moqueur. Non, le canapé sacré des siestes, a hurlé Kathleen, comme si c'était la chose la plus drôle de tous les temps. Tu aurais dû voir à quel point Griffin était adorable le lendemain. Il m'a fait le petit déjeuner. S'il savait seulement ce que sa précieuse femme avait fait la nuit d'avant. Mon estomac est tombé à mes pieds. J'avais l'impression d'avoir été frappé. Ce petit déjeuner, je lui avais fait son préféré, de l'avocat toast et ses œufs sophistiqués qu'elle aime. Je lui ai apporté du café au lit. Je lui ai dit que je l'aimais. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à les écouter échanger des histoires. Tout mon corps tremblait. J'ai appris que mes voyages d'affaires étaient dans ses moments préférés pour faire venir Sutton, qu'ils couchaient ensemble depuis plus de 3 ans, qu'elle avait même été avec lui le week-end des funérailles de mon père, quand elle a prétendu avoir une intoxication alimentaire et ne pas pouvoir y assister. Je ne les ai pas confrontés, je n'ai pas fait de scène. Je suis juste retourné silencieusement à ma voiture, j'ai conduit jusqu'à un parking de Target à proximité, et je suis resté assis là jusqu'à ce que je puisse respirer à nouveau. J'ai dû avoir l'air fou, un homme adulte en hyperventilation dans sa voiture à 22 heures un samedi. Une fois que j'ai pu penser clairement, j'ai appelé Daryl. Dieu merci, son gosse se sentait mieux et il a décroché. Mec, toute ma vie vient d'imploser. Je lui ai tout raconté. Ne rentre pas chez toi ce soir, a-t-il dit. Viens t'écraser ici, on va régler ça. Chez Daryl, j'ai fait les 100 pas dans le salon pendant des heures, pendant qu'il cherchait des avocats en divorce sur Google. Mon esprit ne cessait de rejouer tous ces moments des dernières années qui prenaient soudainement un sens. Les voyages entre filles d'où elle revenait, avec à peine de photos, comment elle avait commencé à garder son téléphone face cachée, les frais inexpliqués dans des hôtels à moins de 50 kilomètres de notre maison, toutes ces nuits où elle montrait des maisons à des clients après les heures de bureau normales. J'avais l'impression d'être le plus grand idiot de la planète. Vers 3 heures du matin, j'ai reçu un texto de Heather. « Les filles se sont effondrées ici. J'espère que tu t'amuses avec les gars. Je t'aime. » J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur. L'audace. « Tu dois être intelligent à ce sujet, » a dit Daryl en prenant mon téléphone. « Ne la mets pas au courant. Pas encore. » Le lendemain matin, j'ai fait comme si tout était normal. Je lui ai dit que j'avais dormi chez Daryl après avoir trop bu. Elle l'a complètement cru, a même eu le culot de se plaindre d'avoir dû nettoyer après les filles tout en soignant sa gueule de bois. Au cours de la semaine suivante, je suis passé en mode reconnaissance. Quand elle était sous la douche, j'ai vérifié son téléphone. Des milliers de textos avec Sutton remontant à des années, des reçus d'hôtel, des photos explicites. J'ai fait des captures d'écran de tout et je me les suis envoyées par email. J'ai vérifié nos finances. Des centaines de frais inexpliqués dans des restaurants où je n'avais jamais été, de la lingerie que je n'avais jamais vue. Elle avait même utilisé notre compte commun pour réserver un week-end d'escapade pendant que j'étais aux funérailles de mon père. Chaque découverte était comme un autre couteau dans ma poitrine.
8 ans de mariage, toutes les fois où je l'avais défendue auprès de ma famille quand ils disaient qu'elle semblait égocentrique, tous mes plans et rêves pour notre avenir, nos discussions sur le fait de fonder une famille l'année prochaine, tout a disparu. J'ai rencontré un avocat en divorce pendant ma pause déjeuner, le plus agressif de la ville selon les avis sur Google. Elle a tout mis à plat pour moi, tout documenté, sécurisé mes finances, me préparer à la tempête. Griffin, je vois ça tous les jours, m'a-t-elle dit. Tu fais la bonne chose en ne la confrontant pas encore. Plus nous serons préparés, meilleure sera ta position. Cette nuit-là, alors que je regardais Heather rire de quelque chose sur son téléphone, probablement en train de lui envoyer des textos, quelque chose en moi a changé. La douleur était toujours là, mais soudain c'était comme de l'eau glacée dans mes veines au lieu du feu. J'ai réalisé que je ne voulais pas seulement sortir de ce mariage, je voulais la justice. Vous voyez, Heather a construit toute son identité autour du fait d'être respectée et admirée. Son statut social, sa réputation, son image de femme parfaite avec la vie parfaite qu'elle a soigneusement organisée sur Instagram. Elle se vantait d'être celle que tout le monde venait voir pour des conseils, la boussole morale de son groupe d'amis. Et maintenant, j'avais la preuve que tout était un mensonge. J'ai commencé à agir. J'ai transféré la moitié de nos économies sur un nouveau compte à mon seul nom, protégé par mot de passe des documents importants, fait une liste détaillée de tous nos biens et photographié tout ce qui avait de la valeur dans la maison, tout ce que mon avocat avait recommandé. Pendant ce temps, j'ai fait semblant que tout allait bien. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir le matin, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et j'ai regardé Netflix à côté d'elle pendant qu'elle envoyait des textos à Sutton juste à côté de moi. Chaque jour, je jouais le rôle du mari insouciant, tout en me préparant méthodiquement à faire exploser tout son monde. 2 semaines plus tard, j'étais prêt. J'avais tout documenté. Les états financiers, les preuves de l'affaire, un nouveau bail d'appartement signé et payé, le soutien de ma famille qui était horrifiée par ce qu'elle avait fait. Le plus difficile a été de garder mon calme quand elle me regardait dans les yeux et mentait, quand elle disait « je t'aime » avant de se coucher, quand elle a suggéré que nous commencions à essayer d'avoir ce bébé le mois prochain. Chaque fois, j'avais envie de lui hurler au visage, mais je suis resté calme parce que je savais quelque chose qu'elle ne savait pas. La femme qui riait de ma stupidité n'avait aucune idée que j'étais sur le point de devenir la force la plus méthodique et la plus impitoyable qu'elle n'ait jamais affrontée, et j'allais le faire de manière totalement conforme aux règles. TLDR, j'ai entendu ma femme se vanter auprès de ses amis de me tromper depuis des années. Au lieu de la confronter, j'ai passé des semaines à rassembler des preuves et à préparer la stratégie de divorce la plus complète possible. Le compte à rebours jusqu'au jour j'ai commencé. Mise à jour, tout d'abord bon sang les gars, je ne m'attendais pas à ce que mon post fasse un tel buzz. Merci pour tout le soutien et le Reddit Gold, WTF. Pour ceux qui demandent si c'est une pratique d'écriture créative, j'aimerais bien. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour. Il s'est passé beaucoup de choses, alors attachez-vous. Vous vous souvenez que j'ai mentionné avoir un plan. Eh bien, je l'ai exécuté avec une précision militaire. Le lendemain de mon dernier post, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Heather a commencé à être très gentille, à me préparer mes dîners préférés, initier le sexe, même à suggérer de chercher des maisons dans de meilleurs quartiers. Au début, j'ai pensé qu'elle avait d'une manière ou d'une autre découvert que je savais, mais ensuite j'ai réalisé la culpabilité. Comportement de tricheur classique, selon tous les fils Reddit que j'avais lus de manière obsessionnelle à 3 heures du matin. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Finances. C'était la priorité numéro 1. J'avais déjà transféré la moitié de nos économies sur mon compte personnel. Ensuite, j'ai documenté chaque dépense liée à son aventure, ses frais d'hôtel, j'ai détaillé les dîners qu'elle prétendait être avec des clients, mais qui étaient en fait avec Sutton. J'ai mis sur une feuille de calcul la lingerie qu'elle a achetée pour lui, j'ai photographié les reçus. Mon avocat a dit que cela pourrait être considéré comme une dissipation des biens matrimoniaux. En gros, elle a dépensé notre argent pour son affaire. J'ai aussi gelé nos cartes de crédit communes, lui ai dit qu'il y avait une activité suspecte et que la banque en envoyait de nouvelles, techniquement vraies LOL. Cela m'a donné le temps de la retirer en tant qu'utilisatrice autorisée sur ma carte principale. Le regard sur son visage quand sa carte a été refusée chez Sephora, inestimable. Elle m'a appelé en râlant à quel point c'était embarrassant. J'ai juste fait l'idiot et j'ai dit que les nouvelles cartes devaient être en retard. Propriété. J'ai discrètement déplacé mes affaires importantes vers mon nouvel appartement, pas tout en même temps, juste des choses irremplaçables comme la montre de mon père, des photos de famille et des documents importants.
J'ai fait ça pendant qu'elle montrait des maisons, alias coucher avec Sutton. Chaque fois que je sortais avec quelque chose, je le remplaçais par un double bon marché où je réorganisais simplement les choses pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Le dossier de preuve. C'est là que Daryl a été génial. Il m'a aidé à tout compiler dans ce que nous avons appelé le dossier nucléaire. Des captures d'écran de textos, des photos, des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit, une chronologie de son aventure et une clé USB avec des enregistrements de ses appels téléphoniques avec Sutton. Nous sommes dans un état où le consentement d'une seule partie est requis. J'ai fait plusieurs copies. Une pour moi, une pour mon avocat, une pour la femme de Sutton. Oui, je l'ai trouvée, Laura, elle a l'air d'une gentille dame qui n'avait aucune idée. Et une qui irait finalement aux parents de Heather. L'angle social, c'était délicat. Je voulais contrôler le récit avant que Heather ne puisse raconter une histoire de merde en me faisant passer pour le méchant. Alors j'ai commencé à avoir des discussions entre gars. Avec nos amis communs, rien d'évident, j'ai juste mentionné à quel point Heather semblait distante ces derniers temps, en demandant si le mariage était censé être si solitaire parfois. J'ai planté des graines de doute sans révéler ce que je savais. J'ai aussi fait des captures d'écran de l'Instagram de Heather, où elle dépeignait notre mariage comme hashtag relationship goals, alors qu'elle me trompait activement. L'hypocrisie était de niveau supérieur. Puis est venu le jour J. Je l'ai choisi stratégiquement. Le jour du grand événement de reconnaissance des clients de Heather, qu'elle avait planifié depuis des mois. Voici comment ça s'est passé. Ce matin-là, j'ai agi de manière totalement normale, j'ai fait du café, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir, je lui ai souhaité bonne chance pour son événement. Elle est partie l'air super confiante dans sa tenue chère que je réalisais maintenant que j'avais en gros payé pour qu'elle ait l'air bien pour d'autres hommes. À exactement 10 heures du matin, j'ai envoyé le dossier de preuve à la femme de Sutton par coursier. J'ai inclus mon numéro de téléphone si elle voulait parler. À midi, tout l'enfer s'est déchaîné. J'étais dans mon nouvel appartement quand les textos ont commencé à affluer. Pourquoi la femme de Sutton m'appelle? Tu lui as parlé? Réponds à ton téléphone. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé les messages s'accumuler. Puis Laura, la femme de Sutton, m'a appelé. Nous avons parlé pendant près d'une heure. Elle était dévastée mais reconnaissante. Je lui ai dit qu'apparemment Sutton la manipulait depuis des années, au sujet de sa paranoïa. Elle m'a dit que Sutton essayait maintenant désespérément de sauver son mariage, ce qui signifiait jeter complètement Heather sous le bus. À 14 heures, l'événement client de Heather était en ruine. Elle a dû partir plus tôt à cause de l'urgence. Elle n'arrêtait pas de m'appeler sans cesse. À 15 heures, j'ai envoyé un email bref et factuel à ses parents, sans langage émotionnel, juste la chronologie et les preuves clés. Je les ai toujours respectés et ils méritent de savoir qui est vraiment leur fille. J'ai expliqué que je ne voulais pas les blesser, mais que je ne pouvais pas laisser Heather contrôler le récit. À 18 heures, j'étais assis calmement dans notre salon quand Heather est finalement rentrée à la maison. Son mascara était partout et elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un jour. Elle a commencé par la colère. Comment oses-tu dire à Laura? Comment as-tu pu me trahir comme ça? Puis est rapidement passée à la négociation quand elle a réalisé que je ne réagissais pas. Elle a tout essayé, les larmes, les cris, la séduction, encore plus de larmes. Je suis juste resté assis là, calme comme un concombre, et j'ai dit « Nous savons tous les deux exactement ce qui se passe ». Puis je lui ai tendu les papiers de divorce que mon avocat avait préparés. La couleur a fui de son visage quand elle a réalisé que ce n'était pas une réaction spontanée, que j'avais planifié ça depuis des semaines tout en dormant à côté d'elle chaque nuit. C'est à ce moment-là qu'elle a remarqué que certaines de mes affaires manquaient. Je lui ai dit que je resterais ailleurs et qu'elle avait 3 jours pour régler sa situation de logement avant que j'informe notre propriétaire de la rupture de notre contrat de location. Nous avions une clause de moralité, une autre chose que mon avocat a trouvé utile. Les jours suivants ont été intéressants. Elle a oscillé entre les menaces. Tu ne t'en sortiras jamais avec ça, dans les supplications. On peut arranger ça, c'était juste physique. Je n'ai toujours aimé que toi. Et a essayé de jouer la victime. J'étais seul, tu travailles trop. Pendant ce temps, son cercle social était en train d'imploser. Michel et Kathleen l'ont fantôme une fois qu'elles ont réalisé que leur rôle dans tout ça pourrait devenir public. Ses parents l'ont appelé et ont eu une conversation très décevante, les mots de sa mère quand elle m'a appelé pour s'excuser. Et Sutton, ce lâche, était en mode de contrôle total des dégâts avec sa femme, lui disant que Heather était obsédée par lui et ne le laissait pas tranquille.
La réalité financière l'a frappée de plein fouet quand elle a réalisé que la moitié de nos économies avait été légalement transférée sur mon compte, que son accès à nos cartes de crédit communes était parti, qu'elle ne pouvait pas se permettre le loyer seule et que le désastre de son événement signifiait qu'elle perdrait probablement des clients. Hier a été le coup de grâce. Elle a appris par des amis communs que tout le monde savait ce qu'elle avait fait, non pas parce que j'étais allé raconter aux gens directement, mais parce que la femme de Sutton a apparemment raconté à ses amis, qui ont raconté à leurs amis, et ainsi de suite. Le cercle social qu'elle avait soigneusement construit autour de son image parfaite s'effondre. Elle s'est présentée à mon nouvel appartement hier soir. Elle a trouvé mon adresse d'une manière ou d'une autre, probablement grâce à son ami qui travaille au bureau de location de l'autre côté de la ville. Elle sanglotait sur mon pas de porte, son maquillage dégoulinant, elle avait l'air complètement brisée. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Je l'ai laissée entrer parce que mes voisins commençaient à remarquer et que je n'allais pas créer de scène. Elle a immédiatement lancé un discours sur le fait qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger ça, qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle avait risqué notre mariage pour quelqu'un comme Sutton. Je l'ai juste regardée et j'ai dit « Tu te souviens quand tu as dit à tes amis que j'étais trop stupide pour me rendre compte que tu me trompais ?» Eh bien, surprise. Le regard sur son visage quand elle a réalisé que j'avais tout entendu cette nuit-là, je ne peux même pas le décrire. Un pur choc, puis de l'horreur, puis de la honte. Elle a là commencé à dire quelque chose sur le fait qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était ivre, que c'était juste des paroles en l'air, blablabla. Je l'ai coupé et je lui ai dit de s'asseoir parce que j'avais quelque chose à lui montrer. Quand Heather s'est présentée en pleurs à ma porte, elle a eu une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Une analyse complète de sa nouvelle réalité financière. J'avais des feuilles de calcul, des projections et une comptabilité détaillée de l'étendue de sa misère après ce divorce. TL.dr. J'ai exécuté mon plan parfaitement, j'ai exposé l'aventure de ma femme à tous ceux qui comptent, j'ai sécurisé mes finances et j'ai regardé son monde entier s'effondrer en temps réel. Elle est venue mendier le pardon, mais a eu une vérification de la réalité financière à la place. Mise à jour finale. Cela fait 6 mois depuis mon dernier post. Tout d'abord, merci pour tous les DM qui demandent si je suis toujours en vie. Je le suis. J'avais juste besoin de temps pour tout digérer avant de partager la conclusion de toute cette saga. Vous voyez ces vidéos YouTube où ils démolissent de vieux bâtiments ? Comment ça commence par de petites explosions stratégiques avant que toute la structure ne s'effondre sur elle-même ? C'est en gros ce qui est arrivé à la vie de mon ex-femme et j'ai eu une place au premier rang. Le matin après que Heather s'est présentée en pleurs à mon appartement, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans me réveiller à 3 heures du matin avec cette boule au ventre. Je me suis fait du café, j'ai fait défiler Reddit, et j'ai réalisé que je n'avais pas immédiatement vérifié mon téléphone pour des messages d'elle. Un progrès. Pendant ce temps, Heather faisait l'expérience de ce que mon thérapeute a plus tard appelé la culture des conséquences. Après avoir quitté mon appartement, elle a apparemment conduit directement chez Michel en s'attendant à ce que sa meilleure amie la prenne. Selon notre ami commun Jake, Michel a littéralement fait semblant de ne pas être à la maison, même si sa voiture était dans l'allée et que les lumières étaient allumées. Une amitié de premier ordre, ça. Alors, que s'est-il passé depuis ? Laissez-moi vous résumer. La procédure de divorce. Le processus juridique réel a été étonnamment fluide. Mon avocat valait chaque centime. Pendant la médiation, Heather a essayé de soutenir qu'elle méritait la moitié de tout parce qu'une erreur ne devrait pas effacer 8 ans de mariage. La médiatrice, cette vieille dame qui n'avait aucune tolérance pour les conneries, l'a juste regardée et lui a demandé si 3 ans d'infidélité documentée comptaient comme une seule erreur. Quand Heather a réalisé que sa routine habituelle de larmes ne fonctionnait pas, elle s'est passée à menace. A dit qu'elle traînerait mon nom dans la boue, dirait à tout le monde que j'étais abusif, ce que je n'étais pas, et rendrait le divorce aussi douloureux que possible. Mon avocat a simplement glissé la preuve photo d'elle avec Sutton sur la table et lui a rappelé que le Maryland est un État où l'adultère peut avoir un impact sur les décisions de pension alimentaire. Le regard sur le visage de Heather était inestimable, comme quand tu réalises, Gompibellis, que tu as apporté un couteau à une guerre nucléaire. Nous avons réglé 2 semaines plus tard. J'ai gardé mes comptes de retraite et la plupart de nos biens. Elle a eu assez pour recommencer, mais loin du style de vie auquel elle était habituée. Le juge lui a même dit qu'elle était chanceuse étant donné les circonstances. Les retombées financières, cette partie était difficile à regarder, même pour moi. Heather a dû emménager chez ses parents dans leur communauté de retraités à 32 ans.
de notre appartement de luxe à une chambre d'amis avec du papier peint floral et un lit jumeau qu'elle avait depuis le lycée. Elle a essayé de maintenir les apparences sur Instagram pendant un certain temps, beaucoup de citations cryptiques sans moins sur la croissance et la confiance dans le voyage, avec des angles stratégiques qui ne montraient pas qu'elle vivait dans sa chambre d'enfance. Mais les médias sociaux sont étrangement transparents de nos jours. Les gens remarquent quand vous postez soudainement des TBTS au lieu de nouveaux contenus. Sa situation financière est passée de mal en pis quand elle a perdu son emploi, pas directement à cause de l'affaire, son patron se fichait de sa vie personnelle, mais parce qu'elle n'arrêtait pas de manquer le travail et d'arriver en retard, dépression probablement. Je ne peux pas dire que je n'ai pas compris cette partie. Les retombées sociales, c'était la partie la plus fascinante à observer se dérouler. Notre cercle social s'est fracturé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Équipe Griffin. Daryl, évidemment, Jake et sa femme, la plupart de mes collègues, et bizarrement la cousine de Heather, Tina, qui a toujours su que Heather était égoïste. Équipe Heather, initialement juste ses parents, mais même eux la gardant à distance selon les potins de la famille. Puis elle a, d'une manière ou d'une autre, renoué avec Kathleen qui avait traversé son propre divorce et était dans une phase de mentor pourri. Équipe personne. La plupart des gens se sont simplement éloignés de nous deux. Je ne peux pas leur en vouloir. Personne ne veut être entraîné dans le drame d'un divorce. Le développement le plus étrange a été Michelle. Après avoir fantôme Heather au début, elle m'a contacté sur Facebook pour prendre de mes nouvelles et m'a demandé si nous pouvions prendre un café un jour. J'ai refusé. Quelque chose dans la façon dont elle a sauté du navire au moment où Heather avait des difficultés m'a semblé bizarre. La situation de Sutton. Laura, la femme de Sutton, et moi sommes restés en contact. Pas de manière romantique, nous étions juste deux personnes qui géraient encore des trahisons similaires. Nous prenions le déjeuner toutes les quelques semaines et nous nous mettions au courant. Sutton a apparemment essayé des tactiques de réconciliation tout droit sorties d'une mauvaise comédie romantique, se tenant à l'extérieur de leur maison avec un boombox, envoyant d'énormes arrangements floraux à son lieu de travail, essayant même de faire intervenir leur pasteur. Rien de tout cela n'a fonctionné. Laura a demandé le divorce 3 semaines après le jour J et a emménagé avec sa sœur en Pennsylvanie. La dernière fois que j'ai entendu parler, elle sortait avec un instituteur de maternelle qui entraînait la petite ligue le week-end. Tant mieux pour elle. Sutton a essayé de me contacter, a envoyé un long texto sur le fait que nous sommes tous les deux des victimes, et que Heather le poursuivait agressivement. J'ai juste répondu avec LOL, ce qui semblait à la fois dédaigneux et parfaitement adéquat. Mon parcours personnel, cette partie restait plus difficile à écrire. Le premier mois après avoir déménagé, je suis essentiellement devenu un ermite. Je travaillais, je rentrais à la maison, je commandais DoorDash, je regardais en boucle tout ce qui était nouveau sur Netflix et je dormais. Répété. Mon appartement ressemblait à un dortoir universitaire. Matelas sur le sol, une casserole, 2 assiettes, pas de décoration. Daryl a finalement organisé une intervention, est arrivé un samedi matin avec des bagels, et m'a forcé à vraiment parler de ce que je ressentais. Je ne suis pas du genre à pleurer, mais bon sang, ce jour-là a été difficile. Je lui ai dit des choses que je ne m'étais même pas avouées. Comment, sous la colère, j'étais juste triste. Triste pour les années perdues. Triste pour l'avenir que je pensais avoir. Triste que quelqu'un en qui j'avais une confiance totale puisse me trahir si désinvoltement. Après cela, j'ai commencé une thérapie. J'ai trouvé ce gars via BetterHelp qui était spécialisé dans les traumatismes de trahison. Il n'a pas essayé de me pousser à la réconciliation ou au pardon ou à n'importe quelle connerie de carte de vœux Hallmark. Il m'a juste donné des outils pratiques pour gérer ce qui s'était passé et aller de l'avant. De petites étapes ont suivi. J'ai eu un vrai sommier, j'ai rejoint une lac de soccer locale, j'ai accepté des invitations à des événements sociaux au lieu de faire des excuses, et j'ai recommencé à cuisiner au lieu de vivre de pizzas surgelées et de shakes protéinés. Il y a 2 mois, j'ai eu mon premier rendez-vous depuis le divorce. Rien de sérieux, juste un café avec une femme que j'ai rencontrée grâce au groupe de randonnée Meetup que j'avais rejoint. C'était super bizarre, j'avais oublié comment avoir une conversation normale avec quelqu'un de nouveau, mais c'était un début. La confrontation finale, la semaine dernière, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'étais chez Home Depot pour acheter de la peinture pour mon nouvel appartement. J'en avais enfin marre de regarder des murs blancs, quand je suis littéralement tombé sur Heather avec mon chariot. Elle avait l'air différente, les cheveux plus courts, des vêtements moins voyants. Pendant une fraction de seconde, aucun de nous ne savait quoi faire. Puis elle a demandé si nous pouvions parler un instant. Contre mon meilleur jugement, j'ai dit oui. Nous nous sommes assis sur un banc, à l'extérieur,
tous les deux tenant nos sacs Home Depot comme des boucliers. Elle a commencé par des excuses réelles et sincères, pas d'excuses, pas de rejet de la faute. Elle a juste reconnu à quel point elle m'avait fait du mal, et qu'elle travaillait sur elle-même pour comprendre pourquoi elle l'avait fait. Je ne vais pas mentir, une partie de moi attendait la manipulation, les larmes, la tentative de se remettre ensemble, mais ce n'est jamais arrivé. Elle voulait juste que je sache qu'elle était désolée, qu'elle était aussi en thérapie et qu'elle espérait que j'allais bien. Puis elle m'a dit qu'elle déménageait à Chicago pour prendre un nouveau départ, qu'elle avait un entretien d'embauche de prévu et qu'elle restait chez une amie d'université jusqu'à ce qu'elle trouve son propre appartement. La partie la plus étrange, j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de douleur, pas même de satisfaction de la façon dont les choses s'étaient passées. Juste rien, comme regarder le dernier épisode d'une série que j'avais cessé d'aimer au milieu. Nous nous sommes dit au revoir maladroitement, pas de câlin, juste un hochement de tête. Alors qu'elle s'éloignait, elle s'est retournée et a dit quelque chose qui m'a marqué. « Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je t'aimais vraiment. Je ne savais juste pas comment aimer correctement quelqu'un, y compris moi-même. » Je suis resté là à la regarder partir en voiture, en pensant à quel point, il y a 6 mois, cette interaction m'aurait à nouveau détruite. Maintenant, c'était juste un étrange après-midi de mardi à faire des courses avec une rencontre inattendue avec quelqu'un de mon passé. Où j'en suis maintenant? Mon nouvel appartement commence à prendre forme. Il est plus petit que l'appartement que nous partagions, mais il est à moi. Pas de mines terrestres émotionnelles, pas de souvenirs tapis dans les coins, juste un espace qui commence lentement à ressembler à une maison. Le travail va bien, les amis vont bien, je vais bien. La plupart du temps, en tout cas. Il y a encore des moments où une chanson passe, où je vois quelque chose qui me rappelle elle et ça me fait mal, mais ces moments sont de moins en moins fréquents. Hier, j'ai supprimé tous les fichiers de preuve de mon ordinateur. J'ai gardé des sauvegardes sur un disque dur verrouillé dans mon coffre-fort, juste au cas où, mais je n'ai plus besoin de ces captures d'écran et de ces chronologies qui prennent de la place dans ma vie numérique. C'était symbolique d'une certaine manière, comme vider le cache du navigateur, mais pour ma vie réelle. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, en y allant doucement. Elle sait les bases de ce qui s'est passé, mais pas les détails laids. Elle a été patiente avec mes problèmes de confiance et ne force pas quand j'ai besoin d'espace. Il est trop tôt pour savoir si ça va aller quelque part, mais c'est agréable de ressentir ce potentiel. Quant à Heather, j'ai entendu dire par sa mère, qui m'envoie toujours des cartes d'anniversaire bizarrement, qu'elle s'en sortait bien à Chicago. Elle a eu le poste, a trouvé un appartement et se fait de nouveaux amis. Une partie de moi est sincèrement contente, non pas parce que je lui souhaite du bien en particulier, mais parce que cela signifie que ce chapitre est vraiment terminé pour nous deux. La femme qui riait de ma stupidité pour voir sa trahison a fini par apprendre la leçon la plus dure de toutes, que les actions ont des conséquences, que les réputations prennent des années à se construire mais des moments à détruire, et qu'une fois la confiance brisée, certaines choses ne peuvent jamais être réparées. Et moi, j'ai appris que je suis plus fort que je ne le pensais, que recommencer n'est pas la même chose que abandonner, et que la meilleure vengeance n'est pas de détruire la vie de quelqu'un d'autre, c'est de reconstruire la sienne, mieux qu'avant. Le divorce est finalisé, mon ex-femme a déménagé à travers le pays, et je suis lentement en train de reconstruire ma vie. Le démantèlement complet de sa vie s'est produit principalement grâce à des conséquences naturelles, et la renaissance est encore en cours.